Salut à tous les passionnés. Laissez-moi vous poser une question simple. Avez-vous déjà passé une journée entière sur l'eau, les yeux rivés sur votre écran hors de prix? Avoir défilé des dizaines d'arcs magnifiques sous votre bateau, pour finalement rentrer chez vous sans avoir eu la moindre petite touche? C'est frustrant, n'est-ce pas? On a tous connu ça. On achète des machines qui coûtent le prix d'une voiture d'occasion en se disant que ça va être la pêche miraculeuse. Mais le paradoxe, c'est que plus on a de technologie à bord, plus certains d'entre nous font chou blanc. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité qui fâche un peu. Votre écho-sondeur vous ment, ou plutôt, vous vous mentez à vous-même en regardant l'écran. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'erreur monumentale que font presque tous les pêcheurs équipés d'un sondeur. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre écran de la même manière. Et surtout, vous allez enfin comprendre pourquoi ça ne mordait pas alors que l'écran était plein. Alors, prêts à casser quelques idées reçues et à jeter les vieilles habitudes par-dessus bord. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, c'est quoi le prix de votre sondeur actuel, qu'on rigole un peu. Avant de plonger dans le vif du sujet, remettons un peu les choses dans leur contexte. Pourquoi on en est arrivé là? Il y a 20 ou 30 ans, nos grands-pères pêchaient à l'instinct. Ils regardaient à la surface de l'eau, la direction du vent, les oiseaux, les courants. Ils utilisaient un simple fil de plomb pour trouver la profondeur et tâter la dureté du fond. Et croyez-moi, ils prenaient du poisson. Puis, la technologie est arrivée. D'abord de simples affichages numériques, puis des écrans noirs et blancs. Et au jour de Margin Bottom, on a de véritables télévisions en haute définition sur nos consoles de pilotage. Cette technologie est fantastique, c'est indéniable. Mais elle a créé une dépendance terrible. Cette dépendance nous a donné la croyance illusoire que si le poisson est sur l'écran, il finira par mordre. On a oublié que l'écho-sondeur n'est pas une caméra sous-marine en direct, ni une boule de cristal. C'est juste un appareil qui envoie des impulsions sonores et calcule le temps qu'elles mettent à revenir. C'est de la géométrie pure, pas de la magie. Pourtant, des milliers de pêcheurs font la même chose tous les week-ends. Ils tournent en rond, cherchent des échos et s'obstinent à jeter des leurres sur des taches de pixels qui ne sont parfois même pas des poissons. C'est une habitude ancrée, presque une religion. Mais il est temps de se réveiller et de comprendre comment la machine interprète la réalité pour arrêter de se faire avoir. Parlons d'abord de ce fameux arc de poisson qui vous fait tant rêver. Imaginez la scène. Vous êtes sur l'eau. Il est 6 heures du matin. La brume se lève doucement. Le lac est un miroir parfait. Soudain, un arc magnifique, épais, bien rouge au centre, apparaît sur votre écran. Votre cœur s'emballe immédiatement. Vous vous dites que c'est le cendre ou le brochet de votre vie. Vous laissez descendre votre leurre souple pile poil à la bonne profondeur. Vous animez doucement? Rien. Vous changez de couleur. Toujours rien. Vous y passez 30 bonnes minutes avant de baisser les bras. Et si je vous disais que cet arc majestueux n'était peut-être même pas un carnassier? L'écho-sondeur ne photographie pas les poissons. Un arc se forme simplement parce qu'un objet entre dans le cône de détection, s'approche du centre où la distance est la plus courte, puis en ressort. Savez-vous ce qui fait exactement le même arc? Une belle branche d'arbre entre deux eaux qui dérivent dans le courant, un sac plastique gonflé d'eau, ou même un banc très dense de petits poissons blancs qui, vus de loin par la sonde, renvoient l'écho d'un seul gros bloc massif. L'écran vous a montré un arc, oui, mais votre cerveau a décidé tout seul que c'était un monstre affamé. C'est là que le premier mensonge commence. C'est une erreur d'interprétation humaine face à un affichage mathématique. Ensuite, il faut absolument comprendre la géométrie de votre cône de détection. C'est une erreur classique que font presque tous les débutants, et même beaucoup de confirmés. Vous voyez un poisson à l'écran à 10 mètres de profondeur. Instinctivement, que faites-vous?
Vous laissez tomber votre montage à la verticale en pensant que le poisson est exactement sous votre sonde. C'est logique, non? Eh bien, pas du tout. Votre sonde envoie un signal en forme de cône, comme une lampe torche qui éclaire le fond. Plus le fond est profond, plus le cercle éclairé au fond est large. À 10 mètres de profondeur, le diamètre de votre cône peut très bien faire 3 ou 4 mètres de large, selon la fréquence utilisée. Cela veut dire que ce magnifique écho que vous voyez sur l'écran n'est pas forcément sous le bateau. Il peut être à 2 mètres sur votre gauche, à 3 mètres sur votre droite, ou même derrière le bateau. Vous pêchez à la verticale en pensant lui mettre le leurre sous le nez, alors qu'en réalité, votre leurre tombe à plusieurs mètres de lui. Le poisson ne voit rien, ne sent rien, et vous croyez qu'il refuse de mordre. C'est l'un des plus grands pièges de la vue en 2 dimensions. L'écran aplatit une réalité en 3 dimensions sur une seule ligne verticale. Arrêtez de penser que tout ce qui est sur l'écran est centré sous vos pieds. Abordons maintenant le concept de la zone d'ombre du fond, le fameux dead zone en anglais. C'est là que les plus gros prédateurs aiment se cacher. Et devinez quoi? Votre sondeur classique est bien souvent incapable de vous les montrer. Visualisez une pente rocheuse abrupte ou une grosse cassure. Vous passez dessus lentement. L'onde sonore frappe le sommet du rocher le plus haut et rebondit vers la sonde. L'appareil dessine alors la ligne du fond à partir de ce point le plus proche. Mais que se passe-t-il juste derrière ce rocher, dans le creux, ou sur la pente qui descend brutalement? C'est le point aveugle. L'écho-sondeur ne peut pas voir à travers la pierre. Si un énorme cendre est collé au fond, blotti derrière un bloc de pierre pour se protéger du courant et attendre une proie, il sera complètement noyé dans la couleur du fond sur votre écran. Il est invisible. Beaucoup de pêcheurs regardent que l'écran, ne voient aucun arc décollé du fond et décident de changer de poste en disant qu'il n'y a pas de poisson ici. C'est une erreur dramatique. Les poissons actifs, les vrais chasseurs, sont souvent collés au substrat, cachés dans les anomalies du fond. Ne faites jamais une confiance aveugle à l'absence d'arche. Un écran vide au-dessus d'une belle structure rocheuse est souvent le signe qu'il faut insister et gratter le fond. Une autre grande illusion concerne les poissons suspendus en pleine eau. Vous naviguez tranquillement et d'un coup, l'écran se remplit de gros échos situés à 5 ou 6 mètres de la surface, au-dessus de 15 mètres de fond. Le sang ne fait qu'un tour dans vos veines. C'est le jackpot. Vous sortez vos leurres de profondeur moyenne, les fameux crankbait ou les leurres souples en linéaire, et vous lancez frénétiquement. Vous ratissez la zone pendant des heures. Résultat des courses, 0 touche. Pourquoi? Parce que voir un poisson n'est pas synonyme de voir un poisson qui a faim. La plupart du temps, les poissons suspendus en pleine eau, immobiles, sont des poissons au repos absolu. Ils digèrent ou ils se calent dans une couche d'eau confortable thermiquement. Ils ne sont pas en mode chasse. Un carnassier en chasse est souvent en mouvement ou posté près d'une structure prêt à bondir. Ces jolis arcs suspendus que votre sondeur vous affiche avec une clarté insolente sont souvent le pire cauchemar du pêcheur. Ils vous font perdre un temps précieux. Vous vous acharnez parce que la machine vous dit qu'ils sont là. C'est le piège psychologique par excellence. Apprenez à ignorer certains échos. Un poisson suspendu sans activité autour, sans boule de vif à proximité, c'est souvent un poisson qu'il vaut mieux laisser tranquille pour aller chercher des individus plus coopératifs près des bordures. Puisqu'on parle de couches d'eau, parlons du mythe de la thermocline qui se fait passer pour du poisson. C'est un grand classique en plein été sur les lacs de barrage. L'eau de surface est très chaude, l'eau du fond est glaciale, et entre les deux, il y a une zone de transition très fine. Cette thermocline crée un tel changement de densité dans l'eau que les ondes sonores de votre appareil rebondissent dessus. Sur votre écran, cela se traduit par une ligne grise ou bleutée continue, pleine de petits parasites et d'échos informes. J'ai vu d'innombrables pêcheurs s'arrêter net
en pensant avoir trouvé le plus grand banc de poissons du siècle. Ils descendent leur ligne en plein milieu de cette purée de pixels et attendent le miracle. Mais il n'y a rien à pêcher là-dedans, à part de l'eau plus froide et des micro-organismes en suspension. Bien sûr, la thermocline est une zone stratégique car les carnassiers aiment s'y tenir juste au-dessus ou en dessous. Mais la ligne que vous voyez à l'écran n'est pas faite d'écailles et de nageoires. C'est un phénomène physique pur. Si vous ne savez pas lire cette subtilité, votre sondeur vous mentira de la manière la plus cruelle, en vous faisant pêcher une barrière thermique invisible pendant toute la matinée. Apprenez à régler votre appareil pour nettoyer ces retours inutiles et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Parlons maintenant de l'effet de la vitesse de votre bateau sur la taille apparente des échos. C'est une illusion d'optique très courante qui rend fou plus d'un pêcheur. Vous êtes à l'arrêt, ancré avec votre moteur électrique pour pêcher un poste précis. Un petit poisson, disons une modeste perche de 15 cm, vient nager tranquillement sous votre sonde et décide d'y rester un moment par curiosité. Que va faire l'écho-sondeur? Comme le poisson reste dans le cône et que le bateau ne bouge pas, l'appareil va dessiner une ligne continue, épaisse et interminable sur l'écran. Plus le poisson reste, plus la ligne s'allonge. Pour un œil non averti, cette énorme barre rouge qui traverse l'écran ressemble au monstre du Loch Ness. Vous vous mettez à trembler, vous changez de montage, vous sortez le gros équipement. Tout ça pour un poisson de la taille de votre main. À l'inverse, si vous naviguez à pleine vitesse et qu'un silure de 2 mètres passe dans votre cône, il n'apparaîtra que sous la forme d'un petit point minuscule, car il n'est resté qu'une fraction de seconde dans l'angle de la sonde. La longueur d'un écho sur un écran traditionnel ne représente jamais la longueur réelle du poisson. Elle représente uniquement le temps que ce poisson a passé dans le faisceau. C'est une nuance fondamentale qui sauve de nombreuses désillusions. Il y a aussi une énorme incompréhension sur l'épaisseur des arcs et la vraie taille des poissons. On a souvent tendance à croire qu'un gros arc épais et rouge sang au milieu correspond forcément à un gros poisson trophée. Eh bien, c'est faux dans de nombreux cas. L'épaisseur et la couleur de l'arc dépendent de la force du signal qui revient vers la sonde. Si vous avez un brochet moyen, disons 60 cm, qui passe exactement en plein milieu de votre cône de détection, là où le signal est le plus fort, il va renvoyer un écho parfait, énorme, d'un rouge écarlate. Par contre, si un brochet massif d'1,20 m frôle seulement le bord extérieur de votre cône de détection, là où le signal est le plus faible, il ne renverra qu'un écho faible, bleu ou vert, de petite taille. L'écran va donc vous faire croire que le poisson moyen est un monstre et que le monstre est un poisson insignifiant. La machine vous trompe parce qu'elle ne sait pas où se trouve le poisson dans le cercle. Elle ne connaît que la force de l'écho. C'est pourquoi vous ne devez jamais baser toute votre stratégie sur l'épaisseur des marques à l'écran. L'écho-sondeur donne des indices de présence, mais il est un très mauvais juge des tailles réelles dans une vue en 2 dimensions basiques. Et que dire du fameux mode automatique de la sensibilité? C'est le piège numéro 1 des constructeurs. Vous déballez l'appareil, vous l'allumez, il se met en mode automatique et vous pensez que tout est géré par l'intelligence de la machine. Sur l'eau, vous trouvez que l'écran est un peu vide. Alors, vous augmentez la sensibilité manuellement au maximum pour être sûr de ne rien rater. Grave erreur. En forçant la sensibilité, votre écran va se remplir d'une multitude de points et de petits nuages. Votre cœur s'accélère. Vous pensez avoir localisé une immense boule de vif avec des carnassiers tout autour. La réalité, vous êtes juste en train de détecter des particules de boue en suspension, du plancton, de petites algues ou des bulles d'air générées par le vent. Vous venez de transformer une zone d'eau sale en un aquarium virtuel rempli de fausses promesses. Trop de sensibilité tue l'information. Un bon pêcheur sait qu'il faut baisser la sensibilité jusqu'à ce que l'écran soit propre, presque noir.
et ne gardez que les échos d'une densité suffisante, comme la vessie natatoire d'un vrai poisson. Si vous laissez la machine vous montrer tous les déchets flottants du lac, elle vous mentira toute la journée et vous pêcherez des algues avec l'enthousiasme d'un enfant le matin de Noël. Une autre erreur technique qui fausse totalement votre vision est le mauvais choix de la fréquence de votre sonde. Beaucoup naviguent avec la fréquence de 200 kHz toute l'année, sans jamais se poser de questions. Imaginez que la fréquence, c'est comme le réglage du jet de votre tuyau d'arrosage. Une haute fréquence, comme 200 kHz, c'est un jet puissant et très étroit. Ça donne un maximum de détails de ce qui se passe juste en dessous du bateau, avec une grande clarté. Mais le champ de vision est minuscule. Si vous cherchez du poisson dans 15 mètres d'eau avec cette fréquence, vous regardez à travers le trou d'une serrure. Des dizaines de poissons peuvent passer à 3 mètres du bateau sans jamais s'afficher sur votre écran. À l'inverse, une basse fréquence, comme 83 kHz, c'est comme un jet en mode brouillard. Le cône est très large, vous couvrez énormément de terrain, mais vous perdez en détail. Les arcs deviennent de grosses taches floues et deux poissons proches l'un de l'autre vont fusionner en une seule grosse boule à l'écran. Si vous n'adaptez pas la fréquence à la profondeur et à ce que vous cherchez, la machine vous cachera la vérité. Elle ne vous montrera qu'une fraction de la réalité ou vous donnera une bouillie illisible. Avez-vous déjà vérifié la vitesse de défilement de votre écran? C'est un paramètre que 90% des pêcheurs ignorent totalement. L'image sur votre sondeur défile de la droite vers la gauche. Ce défilement doit idéalement être synchronisé avec la vitesse de votre bateau. Imaginez que vous naviguez très lentement au moteur électrique, mais que votre vitesse de défilement d'écran est réglée au maximum. L'appareil va étirer chaque petite information reçue sur toute la longueur de l'écran. Un simple caillou va ressembler à une colline géante. Un petit gardon va prendre l'apparence d'un long trait rouge, impressionnant. Vous croyez voir de longs poissons actifs, mais ce n'est qu'une distorsion de l'image causée par un mauvais réglage. Inversement, si vous naviguez vite au moteur thermique et que le défilement est lent, tout sera compressé. De superbes tombants rocheux ressembleront à de petites bosses plates et vous passerez au-dessus des meilleurs spots sans même les remarquer. L'écho-sondeur est bête et discipliné. Il dessine ce que vous lui demandez de dessiner. Si vous ne réglez pas la vitesse d'image en fonction de votre navigation, l'appareil vous fabrique une réalité alternative qui n'a plus rien à voir avec le vrai relief du fond. Parlons un peu stratégie de pêche et boule de vif. C'est l'un des moments les plus excitants. Vous trouvez une immense boule de poisson fourrage à l'écran. Un nuage dense. Vous vous dites que c'est le moment où jamais les carnassiers sont forcément là. Vous lancez vos leurres en plein milieu du nuage, vous ramenez et rien ne se passe. Vous êtes frustré. Le mensonge ici, c'est votre propre déduction. Vous avez présumé que les carnassiers étaient au milieu du garde-manger. Mais un brochet ou un gros cendre n'est pas stupide. Il sait que chasser demande de l'énergie. Il ne va pas rester au milieu de la boule à s'agiter pour rien. Bien souvent, les prédateurs sont plaqués au fond, loin en dessous du banc ou en retrait de plusieurs mètres sur les côtés, complètement hors du faisceau de votre sonde. Ils attendent dans l'ombre qu'un petit poisson s'isole, soit blessé ou panique, pour l'attaquer par surprise. En vous acharnant au milieu de l'écran, là où se trouve l'agitation, vous passez totalement à côté des vrais gros poissons qui vous observent depuis les angles morts. Le sondeur vous a bien montré le repas, mais il n'est pas capable de vous montrer l'invité surprise qui se cache sous la table. Il y a aussi une énorme différence entre détecter une structure et identifier ce qui s'y cache. Souvent, vous passez au-dessus d'un bois mort, immergé, d'un vieil arbre coulé au fond de l'eau. Sur un écran classique en 2 dimensions, cet arbre va générer une pagaille d'arcs entremêlés.
Les branches qui bougent avec le courant d'eau renvoient des échos qui ressemblent à s'y méprendre à un rassemblement massif de poissons. J'ai vu des pêcheurs s'acharner pendant 2 heures sur un vieux chêne noyé en étant persuadés de pêcher un banc de silure au repos. C'est un classique. C'est pour cela que les nouvelles technologies comme le balayage latéral ou le balayage vers le bas ont été inventées. Elles permettent de voir la structure avec un rendu presque photographique. Mais si vous n'avez qu'une vue traditionnelle et que vous voyez une montagne d'arches empilées au même endroit sans jamais bouger, posez-vous la bonne question. Est-ce vraiment un miracle de la nature ou juste un bosquet d'arbres morts qui trompe mon signal? Sans une lecture croisée des informations, la machine fera de vous un excellent pêcheur de branches. Avez-vous déjà pensé au bruit que fait votre sonde sous l'eau? On l'oublie souvent, car au-dessus de la surface, on n'entend rien. Mais mettez la tête sous l'eau quand votre appareil fonctionne, et vous entendrez un cliquetis très net. Ce son est le claquement régulier du cristal de la sonde qui envoie les ondes. Vous croyez être furtif dans votre bateau électrique, mais en réalité, vous tapez sur un tambour sous l'eau. Et devinez quoi? Les gros poissons méfiants, ceux qui ont déjà vu passer des centaines de leurres, ont une mémoire. Ils associent ce cliquetis régulier au danger. Très souvent, avant même que le poisson n'entre dans le cône de votre sonde, pour s'afficher sur votre écran d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Il a déjà fui la zone. Votre écran est vide. Vous concluez qu'il n'y a pas de poisson ici. Mais c'est faux. Ils étaient laissés là il y a 30 secondes. C'est juste que votre appareil magique les a fait fuir avant de pouvoir les dessiner. Le silence total est parfois la meilleure arme. Certains grands professionnels coupent purement et simplement leur sondeur quand ils arrivent sur un poste clé peu profond pour ne pas éveiller les soupçons des prédateurs les plus éduqués. Faisons un point sur l'erreur classique du lancer direct sur l'écho. Vous naviguez, un magnifique poisson apparaît sur l'écran, bien isolé au fond. Votre réflexe immédiat est de faire tomber votre leurre à la verticale le plus vite possible pour lui mettre sur la tête. C'est une réaction très humaine. Mais réfléchissons en termes de comportement animal. Un plomb de plusieurs grammes vient s'écraser lourdement sur le fond, juste à côté d'un poisson au repos, en soulevant un nuage de vase. Que se passe-t-il? 9 fois sur 10, le poisson prend la fuite, effrayé par cette agression tombée du ciel. Vous voyez parfois même la ligne descendante du leurre sur l'écran, suivie de la disparition instantanée du gros arc rouge. Vous l'avez fait fuir avec votre précipitation. La bonne approche, quand on voit une cible sur le sondeur, n'est jamais de l'attaquer de front. Il faut s'éloigner un peu, utiliser une bouée de marquage ou un repère virtuel sur le GPS et lancer largement au-delà du poisson. Ensuite, on ramène le leurre discrètement vers lui de manière naturelle, comme une vraie proie qui nagerait dans sa direction. L'écran vous donne la position, mais il ne doit jamais vous faire oublier les bases de la discrétion et de l'approche stratégique. Et comment ne pas évoquer la fameuse lecture de la dureté du fond? C'est peut-être la fonction la plus sous-estimée d'un échosondeur. Tout le monde cherche des petits arcs de poisson, alors que le vrai trésor caché sur votre écran, c'est la ligne du fond. Si vous savez la lire, vous pêcherez plus de poissons que n'importe qui. La largeur et la couleur de la ligne de fond vous indiquent la nature du sol. Une ligne très fine et claire signifie que le fond est mou, composé de vase. C'est souvent peu intéressant pour les carnassiers en chasse. Une ligne très épaisse, double, rouge et jaune vif, signifie que le fond est dur comme de la roche ou du gravier. C'est le paradis pour les cendres, les écrevisses et les petits poissons. Le plus gros mensonge que vous vous faites à vous-même, c'est de chercher le poisson au lieu de chercher son habitat. Arrêtez de vous fatiguer les yeux à traquer des petits pixels suspendus. Cherchez les transitions. Trouvez l'endroit exact où le fond mou se transforme en fond dur, là où la roche rencontre la boue.
C'est sur ces frontières naturelles que la chaîne alimentaire s'active. Le sondeur ne sert pas à trouver le poisson, il sert à trouver sa maison. On doit aborder la révolution de l'imagerie latérale, le fameux side imaging. C'est une technologie incroyable, mais qui induit de nouvelles erreurs de lecture catastrophiques. Sur l'imagerie latérale, le centre de l'écran correspond au fond juste en dessous du bateau et les côtés montrent ce qui se passe à gauche et à droite. Vous voyez une tache blanche très lumineuse sur le côté de l'écran. Vous vous dites « ça y est, c'est le poisson de ma vie, je lance directement dessus ». Vous ramenez et rien. Le mensonge ici, c'est d'ignorer l'ombre. Avec l'imagerie latérale, la seule façon de connaître la taille réelle et la position d'un objet, ce n'est pas de regarder la tache brillante, mais de regarder l'ombre noire projetée derrière elle. Si la tache brillante est proche de son ombre noire, cela veut dire que le poisson est plaqué au fond. S'il y a un grand espace entre la tache et l'ombre, cela signifie que le poisson est décollé entre deux eaux. De plus, une grosse pierre fera une tache blanche, tout comme un poisson. Seule la forme de l'ombre vous confirmera si c'est une roche arrondie ou un beau carnassier allongé. Ne regardez plus la lumière sur votre écran latéral. Apprenez à lire les ombres noires. C'est là que réside la vérité. Parlons du piège de l'identification des espèces. Combien de fois j'ai entendu des amis me dire, en pointant l'écran du doigt, qu'il y avait un banc de cendres magnifique juste là. Comment peuvent-ils le savoir? La vérité pure et dure, c'est qu'aucun écho-sondeur grand public actuel ne permet de dire avec certitude si un arc est un cendre, une grosse carpe, un brochet ou un silure de taille moyenne. Un arc reste un arc. C'est un volume de masse détecté. Une grosse carpe de 15 kg au repos posera exactement la même signature radar qu'un magnifique brochet d'1 mètre. Et je ne vous parle pas des gros bancs de brème qui peuvent ressembler à s'y méprendre à un groupe de carnassiers en chasse. Le sondeur vous dit qu'il y a de la vie, il vous dit quelle taille approximative fait cette vie en fonction du réglage. Mais il ne vous donne jamais la carte d'identité du poisson. C'est à vous, par votre expérience, par la saison, par la profondeur et par le type de structure, de déduire l'espèce la plus probable. Pêcher une grosse carpe avec un leurre souple de 20 cm pendant des heures juste parce que l'écran affichait un bel écho, c'est la punition classique du pêcheur qui fait trop confiance à sa machine. Il y a un phénomène psychologique grave lié à l'utilisation intensive du sondeur. On l'appelle le syndrome de la tête baissée. Imaginez un matin parfait. L'air est frais. À une centaine de mètres du bateau, des chasses violentes éclatent en surface. Des petits poissons sautent hors de l'eau. Des mouettes plongent. C'est le chaos, le signe évident que des gros prédateurs sont en pleine frénésie alimentaire. Mais où regarde le pêcheur moderne? Il est courbé sur son siège, les yeux fixés à 5 cm de son écran 12 pouces, en train de régler sa sensibilité pour essayer de voir un poisson posé au fond, dans 15 mètres d'eau. Il rate totalement le spectacle et l'opportunité de sa vie parce qu'il est déconnecté de son environnement naturel. L'écran devient une œillère. L'écho-sondeur finit par vous mentir par omission, non pas en vous montrant des choses fausses, mais en vous empêchant de voir la réalité de la nature autour de vous. C'est un outil d'assistance, pas un maître absolu. De temps en temps, il faut avoir le courage de tourner le dos à la technologie, de lever les yeux au ciel, d'écouter les bruits de l'eau et de faire confiance à son instinct de prédateur humain. Je veux aussi souligner un problème majeur avec la technologie en direct, le fameux live sonar qui fait tant parler de lui aujourd'hui. Ces sondes orientables permettent de voir les poissons nager et réagir aux leurs en temps réel, comme un jeu vidéo. C'est révolutionnaire sans aucun doute, mais ça crée la plus cruelle des désillusions. Vous voyez le poisson, vous voyez votre leurre s'approcher, vous voyez le poisson suivre le leurre, l'observer, s'en approcher à quelques centimètres et faire demi-tour. Vous répétez l'opération 10 fois avec le même résultat. Le poisson ne mord pas,
Avant cette technologie, vous auriez lancé 2 fois, vous n'auriez rien senti, et vous seriez passé à un autre endroit. Maintenant, vous restez bloqué 1 heure sur un poisson têtu, épuisant vos nerfs et votre boîte de leurre. La technologie vous montre la présence réelle du poisson. Elle ne ment pas sur sa position. Mais elle vous ment sur vos chances de succès. Elle vous donne l'illusion de maîtriser la situation, alors qu'au final, c'est toujours le poisson qui décide s'il veut ouvrir la gueule ou non. Parfois, voir ce qui se passe sous l'eau est la pire torture psychologique qu'on puisse imposer à un pêcheur. Pour finir, il est essentiel de redéfinir à quoi sert vraiment un échosondeur sur un bateau de pêche. Si vous le considérez comme un radar pour repérer des cibles à abattre, vous serez constamment déçu. Vous passerez votre temps à jeter du plastique sur des branches mortes ou des carpes endormies. L'approche ultime, la vérité absolue, c'est de considérer votre appareil comme un outil de cartographie et de compréhension du milieu. Servez-vous-en pour dresser une carte mentale du lac. Où est le lit de l'ancienne rivière? Où sont les cassures franches? Où sont les herbiers? Quelle est la dureté du fond? Trouvez les zones de confort des carnassiers. Lisez l'environnement physique et déduisez-en le comportement des poissons en fonction de la saison et de la météo. Si vous trouvez la bonne structure, à la bonne profondeur, avec la bonne nourriture autour, pêchez la zone méthodiquement, même si l'écran de votre sondeur est dramatiquement vide d'arcs de poissons. C'est exactement là que vous prendrez les plus gros spécimens de votre vie. Ceux qui sont bien calés dans la roche, invisibles à la machine, mais parfaitement à la portée d'un pêcheur qui réfléchit. Voilà les gars, on a fait le tour. Si vous retenez une seule chose aujourd'hui, c'est que votre échosondeur est une machine mathématique, pas un détecteur de miracles. Le véritable moment de bascule, le vrai secret des professionnels, c'est d'arrêter de chasser des petits arcs colorés pour commencer à chasser des structures, des duretés de fond et des conditions favorables. Le jour où vous arrêtez de fixer l'écran en priant pour voir un poisson, et que vous commencez à lire le fond marin comme une carte au trésor, tout change. Votre cerveau est et restera toujours le meilleur sondeur du monde. L'écran donne les indices, mais c'est à vous de résoudre l'enquête avec votre instinct et votre bon sens de pêcheur. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de remise en question vous plaît et vous aide à progresser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément pour faire grandir la communauté. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Dites-moi en toute franchise, quelle est la plus grosse erreur ou la situation la plus absurde que vous avez vécue à cause de votre sondeur? Je lirai toutes vos anecdotes. À très vite au bord de l'eau.